L'actualité du web, du digital, de la tech et de l'intelligence artificielle. Il va y en avoir une bonne dose d'IA aujourd'hui parce que c'est la fin de l'année et tous les éditeurs d'IA se mettent à sortir leurs modèles tous en même temps. C'est la foire d'empoigne, il faut qu'on s'y retrouve. Et ben voilà, vous êtes sur Renaud Décode. Pensez à vous abonner. On a ça y est passé la barre des 100 000 abonnés. Je suis ravi. Et ben le 100 017e, il est tout aussi important. Donc n'hésitez pas à vous abonner, activez la petite cloche, c'est important pour vous tenir au courant de toutes ces actus du jour. Aujourd'hui, on va parler de Disney. Rien à voir du coup. Si, vous allez voir, beaucoup à voir. Et je trouve le truc qui se passe chez Disney avec l'IA, et je le trouve très très intéressant pour nous tous et pour comprendre des trucs et pour dessiner 2026 et le futur de l'intelligence artificielle et des contenus. Je vais vous en parler et puis on fera le tour d'encore plein de nouveaux modèles hyper intéressants et qui nous disent beaucoup de là où va l'IA en 2026. Je vous en parlerai de tout ça dans cette revue d'actu. Accrochez vos ceintures, c'est parti, et on commence par Mickey. Mickey. Disney a fait un double move ces derniers jours qui me semble hyper intéressant à comprendre. Je pense que c'est le move le plus intéressant sur le débat qu'on peut avoir depuis 3 ans et la hype de l'intelligence artificielle, sur tout ce qu'est données d'entraînement des IA, droit d'auteur. Est-ce que l'IA a le droit de regarder des images, des textes pour s'entraîner, sachant qu'elle ne ressort pas les images sur lesquelles elle s'entraînait, c'était juste pour qu'elle s'entraîne à nous donner d'autres trucs. Du coup, est-ce qu'on peut dire que c'est du pillage ou c'est pas du pillage parce que tout le monde a accès à ces contenus? Ah, tu vois, ce débat-là qui va nulle part à chaque fois en justice parce qu'il n'y a pas de jurisprudence, on ne sait pas où on va, il n'y a pas de loi là-dessus, nulle part, et on se galère. Et ben, ce gros débat, il vient peut-être d'être éclairé par le double move de Disney. Disney, je vous présente pas la boîte, des moyens énormes, des moyens en termes d'avocats et d'argent à mettre dans les procès, qui est énorme aussi. Si ça compte dans ce que je vais vous raconter, Disney vient de faire un double move. Le premier move qu'ils ont fait, c'est ceci, les amis, c'est de passer un accord. Ici, on est sur le site de OpenAI. Walt Disney Company a conclu un accord avec OpenAI pour donner des droits, je vais vous en dire un peu plus juste après, donner des droits sur certains personnages Disney, des œuvres Disney, des décors Disney, de la pâte Disney, etc. La pâte, pas de la pâte à gaufres, de la pâte, le toucher Disney, donné, vendu, acheté, c'est un peu plus compliqué que ça, je vais vous détailler, avec à OpenAI. Donc en fait, il s'agit d'un deal dans lequel Disney a investi $1 milliard dans OpenAI. On croyait OpenAI bien bousculé par Gemini de Google, bien bousculé aussi par Nano Banana sur le terrain de la création d'images, etc. On le croyait un petit peu pas très bien par rapport à Sora, par rapport à VO3 de chez Google, la génération de vidéos. Eh ben, c'est avec OpenAI que Walt Disney vient de conclure un accord. Donc, en fait, ils prennent des participations dans OpenAI. Walt Disney prend $1 milliard qui vont valoir X, etc., etc. Je sais pas, on ne sait pas trop combien ça représente, parce que ça dépend de la valorisation qui n'est pas officielle, etc. Et ils achètent aussi, ils gagnent chez Disney un droit d'acheter d'autres actions à un tarif particulier plus tard. Donc, c'est un deal commercial, c'est un deal financier dans lequel OpenAI dépense pas de sous, mais Disney il gagne des choses en échange de céder des droits sur 3 ans à plein de choses de Disney, notamment pour les modèles IA vidéo de chez OpenAI, donc Sora. Donc Sora 2 et Sora, le réseau social dans lequel on génère plein de vidéos, etc. etc. Ça, c'est le deal, sachant que c'est un deal de 3 ans, voilà, session de droit classique d'un Disney. Et cette session de droit, elle est exclusive pendant 1 an. C'est-à-dire pendant 1 an, les autres IA ne peuvent pas avoir des droits sur Disney. Sur des trucs Disney, des personnages Disney, vous ne pourrez pas créer des trucs avec Disney. Ça, c'est le premier move. Donc, super gain pour OpenAI, super gain aussi sur Disney. Et je vais vous en parler et vous dire ce qui me semble le plus intéressant là-dedans. Puisque le double move est composé d'un autre move. C'est-à-dire que ces mêmes derniers jours, Disney attaque Google.
Ils lui ont fait une mise en demeure, mais alors, blum à la Disney. Avocats, etc. Ils ont des oreilles sur la tête, les avocats de Disney, mais ils ont une cravate en soie. Tu vois, ben, c'est les avocats de chez Disney. Et donc, ils ont fait une lettre de cease and desist, c'est-à-dire on constate qu'il y a un truc qui va pas, tu me vires ça tout de suite, monsieur Google. Disney s'attaque à Google. Qu'est-ce qu'il leur reproche ? Eh bien, il reproche un truc qui me paraît parfaitement intelligent. Disney accuse Google d'avoir copié un large corpus de données, images, etc., visuels, films, pour entraîner ses IA. Il n'attaque pas, Disney n'attaque pas Google pour produire des trucs avec des images Disney, ni même pour entraîner ses IA, ni même sur ce que ça peut sortir, ni même sur l'inférence, mais sur le fait qu'au départ, Google, pour entraîner son IA, a bien dû prendre des fichiers là, qui ne lui appartenaient pas et qui n'étaient pas sous licence, pour les mettre là. Donc certes, après, c'est l'IA qui génère un peu ce qu'elle veut. T'as qu'à mettre un short à Donald, c'est un petit peu inconvenant, il peut le faire, voilà, ou pas de short à Donald, etc. Et c'est plus du Disney puisque c'est l'IA qui produit. Mais ce petit move d'avoir chopé des fichiers et de les avoir mis chez Google, nanana, et c'est ça que sur lequel Disney attaque. Et puis par ailleurs, Disney attaque aussi Google sur le fait de produire avec ses propres IA, etc., de Google, produit des produits dérivés. Et ça aussi, je trouve ça super malin. En fait, ils attaquent pas sur le fait de dire « Tiens, Google, toi, dans ton VO3, dans ton machin, dans ton génération d'images, tu m'as sorti un Mickey et t'as pas le droit. Parce que Mickey, c'est moi. Parce que c'est pas nous qui l'avons sorti, c'est l'IA, on sait pas par quel cerveau c'est passé, pati patapata, c'est du foin. » Disney nous dit, ça, c'est un produit dérivé. Et c'est assez intelligent de se dire, en fait, c'est un produit qui n'existe que parce que c'est dérivé d'un truc qui était notre socle à la base. Or, nous, les produits dérivés, ils sont protégés, c'est du mouvement commercial, t'as pas le droit. Je trouve le move de Disney super intéressant. Et ça peut nous dire aussi comment on peut se défendre par rapport à ça, par rapport aux IA. Le fait que t'as pris ma photo au départ, après, t'as retouché, t'as alimenté, t'as fait de l'IA, etc. Je peux pas t'attaquer là-dessus, il n'y a pas de jurisprudence. Par contre, le fait que j'ai chopé mon image au départ, c'est chaud. Et puis, peut-être qu'on pourra se dire, le truc que t'as fait après, mon image avec un sourire bizarre et un chapeau rigolo sur la tête, c'est un produit dérivé de moi. Peut-être que demain, nos voix, nos images, ce qu'on fait, ce sera des marques déposées, et si on en fait un produit dérivé, on a des droits dessus. Le truc est super malin, je sais pas où ça va, mais en tout cas, c'est un double deal assez impressionnant. Depuis, sachez-le les amis, sur Sora, vous avez la possibilité de créer des vidéos avec Mickey, avec Star Wars, avec qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Les Simpsons, c'est chez Disney, avec Deadpool, avec bref, tout un tas d'univers Disney. Vous pouvez faire ça dans Sora. D'ailleurs, on commence à avoir des vidéos un peu hem avec des personnages Disney et c'est pas ouf non plus, donc il y a quand même des sécurités. Vous pouvez pas faire tout ce que vous voulez. Moi, j'observe quand même que pour avoir testé, je vais vous en parler juste après, le dernier modèle IA de génération d'images, pas de vidéo cette fois-ci, pas Sora, d'images de OpenAI. Si je lui demande une case de BD dans laquelle on voit Mickey qui fait coucou, OpenAI, qui a donc un deal maintenant avec Disney, me dit en anglais, donc c'est un truc interne à l'IA qui me répond, c'est un blocage, c'est pas une vraie réponse, elle n'a pas été jusqu'à la réponse. This image generation request did not follow our content policy. J'ai demandé Mickey, il veut pas. Alors si je demande à Google, donc Nano Banana sur Gemini, exactement le même prompt, il me dit ok, no problème, et c'est Mickey. Bon, on n'y comprend plus rien, on verra comment tout ça se développe par la suite, mais en tout cas, je trouve le move hyper intéressant, et il nous dit peut-être comment il va falloir réguler ce genre de choses demain, sans brimer, sans limiter les développements de l'IA, mais en protégeant malgré tout les œuvres. Sur ces terrains-là, Disney nous éclaire peut-être un chemin. Bien, mauvais, on verra bien, et vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Le deuxième gros dossier du jour, après on souffle un petit peu mais pas trop, le deuxième gros dossier du jour, justement les amis, c'est l'arrivée de GPT Image 1.5. Alors, j'essaie d'avoir le nez creux, c'est comme ça qu'on dit, de voir venir un petit peu les choses et de vous en parler avant que ça sorte. Là, clairement, je l'ai pas vu venir. Donc, je sais pas vous, voilà, vous m'excuserez, mais oui, GPT Image 1.5 est sorti. Et c'est son nom. Voilà, sachez-le, il va s'appeler comme ça. Donc, il n'y a pas des noms de code, il n'y a pas des trucs, machin. Maintenant, ça s'appelle GPT Image, qui est un nom un peu bizarre, mais pourquoi pas, ça fonctionne. Il est disponible, voilà, dès maintenant. Directement, et il remplace bien sûr il va remplacer très très vite les anciens modèles de génération d'images de chez OpenAI. Et oui, il est très bon.
J'ai rangé ça quelque part ici, les amis. Si on va sur LM Arena, le leaderboard, vous savez, c'est ce genre de site qui vous disent, bah tiens, tu fais un prompt pour une image, je t'en donne 2, c'est 2 IA qui ont travaillé dessus, je te dis pas lesquelles, mais tu me dis quelle image t'as préférée qui correspond mieux au prompt. Celle-là, ok. Et par rapport à tous ces petits tests, bah, ils font un classement des meilleurs IA, des meilleurs modèles, en fonction de si on leur demande du texte, du dev, etc. Et ben les amis, à ma grande surprise, en mode text to image, donc je fais un prompt, j'ai une image, donc c'est le principe des IA génératives d'images, hein, les amis, eh bien GPT image 1.5, alors c'est pas encore testé par énormément de personnes, mais quand même un nombre significatif, eh ben passe devant Nano Banana, hein, ça, le Gemini 3, etc., ça c'est les différents modèles de Nano Banana, eh bien GPT image 1.5 a l'air plus satisfaisant. Alors ça, c'est un truc que je m'y attendais pas. Je pensais que Nano Banana avait un peu plié le game pour un moment. Bah, visiblement, vous n'êtes pas d'accord avec moi et vous me dites que GPT Image 1.5 est meilleur. Bon, très bien. Moi, je garde ma petite préférence pour Nano Banana. Et je garde même ma préférence pour Flux. Hein, c'est celui-là, Flux. Voilà, ma préférence à moi. Je vais pas vous chanter du c'est qui Julien Clerc, t'emballes pas Renaud. Flux, il est européen et il est surtout très très fort pour mes usages. Mais en fonction de vos usages, bah, vous aurez potentiellement à tester là maintenant Image, GPT Image 1.5. Et bah, c'est une IA générative d'images, certes, mais surtout éditrice d'images. C'est là où OpenAI était à la ramasse. Le fait de faire des infographies avec du texte, ralage. Le fait d'avoir tout un prompt hyper détaillé et de pouvoir le suivre comme il faut, pas ouf. D'avoir une image, de lui donner, et puis de lui dire tu modifies que ça, ou tu rajoutes du texte dessus sans modifier tout le reste. Gavage aussi de chez OpenAI. Nano Banana était beaucoup plus fort, et Flux était beaucoup plus fort aussi. Et ben là, ça y est, c'est le move de GPT Image 1.5, ou également en édition d'images, vous le voyez ici, bah c'est le même, il est en train de plier le game aussi, alors il est un tout petit peu au-dessus, hein, donc ça peut changer, voilà, mais bon, il est à la hauteur. C'est la riposte de OpenAI sur Google. Alors on a assisté à la bataille GPT 5.1, Gemini 3, plom, GPT 5.2, plom, sur certains trucs beaucoup plus professionnels, intelligents, machin, ça c'était la bataille des IA type LMM, etc., LLM ou maintenant LMM multimodal qui réfléchissent et qui font des actions agentiques et tout le bastringue. C'est la bataille là-dessus. Bah, sur le terrain des images, bah, même topo, Nano Banana, Bloom, GPT, image 1.5. Et quand je dis Bloom, je pèse mes mots, n'importe quoi. Bref, il est intégré maintenant ce modèle image. On a même sorti la petite artillerie ergonomique de ChatGPT sur le site ChatGPT. Alors sachez que bien sûr ce modèle, il est disponible aussi sous forme d'API. Il est beaucoup plus rapide, il est moins cher également. Vous le trouverez sur le site OpenAI. Si vous voulez intégrer une IA qui génère ou qui édite des images, bah vous pouvez aller sur le site d'OpenAI, on va vous donner une petite clé API, vous allez pouvoir intégrer ce modèle GPT Image 1.5 qui est beaucoup plus performant que le précédent, et qui était un peu largué, il faut bien le dire, qui est très rapide. Alors moi j'ai observé cette rapidité vraiment intéressante comme ça sous forme d'API, je n'ai pas observé cette rapidité en mode en ligne sur chatgpt.com. Bon, on verra ce qu'ils vont faire. Ils sont peut-être débordés par les événements pour l'instant. Il est moins cher, il est plus rapide et il est beaucoup plus performant que les versions précédentes. À tester donc dans vos automatisations, dans vos outils, dans votre quotidien. Voilà, sur mon site web, dès que je upload une image, je veux que ça passe par GPT Image 1.5 pour ajouter mon petit logo sans déformation, ma patte graphique et patati patata. Et 12 milliards de cas d'usage potentiel. Ça, c'est si vous voulez y accéder par API et c'est vraiment très intéressant. Si vous avez la flemme ou si vous n'avez pas l'usage, vous allez sur votre chatgpt.com et vous allez avoir une nouvelle rubrique ici, voilà, dans votre menu, carrément. Alors vous pouvez bien sûr lui dire génère-moi une image de je sais pas quoi, vous pouvez lui mettre une photo de votre tête, il va pas la déformer en lui disant de modifier tel et tel truc, on fera des tutos, des tests tous ensemble les amis sur Renaud Décode. Vous pouvez faire activer, forcer si vous voulez le créer une image. Voilà, il va vous rajouter un joli petit bandeau en vous disant tiens, on a des styles qu'on te propose, est-ce que ça t'intéresse ? Ouais, il pousse un petit peu l'ergonomie là-dessus. Moi, je trouve que c'est gadget, mais comme vous voulez. Et ils ont fait une bibliothèque d'images où vous allez pouvoir retrouver les précédentes images que vous avez générées. Voilà, avec GPT Image 1.5 et avec le petit côté rosé, là, c'est pareil, je trouve ça un peu pimpin, mais peu importe, avec des idées, etc. Ils ont fait un endroit spécial pour retrouver vos images que vous pouvez faire aussi dans vos conversations classiques. Bref, moins cher,
plus rapide, pas là, mais en API. Enfin, c'est ma constatation, vous me direz en commentaire, avec toute la logique de, ça y est, maintenant, il sait faire du texte. Je vais vous montrer un petit peu les trucs que j'ai pu faire. Il fait des infographies. Réelle et sérieuse, ça y est, il arrive à faire ce genre de choses. Il arrive à nous faire, ça c'est le challenge énorme, il est bien meilleur que Gemini 3 sur ce test-là que je fais régulièrement. Il n'est pas parfait, voilà, c'est en gros, je lui dis, tu mets les logos des équipes de NBA sur la carte des États-Unis. Ça veut dire qu'il faut qu'il fasse du texte, de l'image, de pas dénaturer les logos des équipes, tout en faisant de la géographie, donc de la compréhension. C'est un casse-tête, il se foire, hein, il met de Boston 3 fois, ça n'existe pas 3 fois Boston, mais par contre, il m'a mis des bonnes équipes au Texas, etc. Il est meilleur là-dessus, bref. Je vous passe les détails, on les verra en revue. Sur le fait de faire une pendule qui montre une heure particulière, il sait le faire. Sur des infographies de mathématiques, sciences un peu complexes, il est un peu largué. Sur de l'édition d'images, change, je ne sais pas si vous voyez bien, une photo que j'ai générée avec mon horloge, tu gardes exactement la même, c'est la même. Il y a les fleurs sur la table, tu me changes uniquement ces fleurs-là et uniquement la couleur et machin, c'est bon. Voilà, sur des trucs un peu logiques, le verre de vin à remplir à bord, il ne sait pas le faire. Le jeu d'échecs qui bouge, il se galère un peu. Sur les infographies, il a fait une grosse avancée. Bref, il est disponible là. Ce fameux GPT Image 1.5, il est attesté dans les leaderboards, il a l'air très très apprécié. Vous ferez vos tests et en fonction de vos usages, vous le mettrez dans vos automatismes ou vous l'utiliserez de temps en temps. La riposte sur le terrain de l'image, maintenant on a des gros modèles qui sont de plus en plus capables. 2026 va être sanglant. Pour nous, on va s'amuser. Mais pour eux, ils vont continuer leur bataille, leur guerre sans merci. Ça c'est sûr. En tout cas, testez-le. Voilà pour les gros sujets de cette revue d'actu. Maintenant, sur d'autres terrains, les amis, il s'est passé des choses parfaitement intéressantes du côté des nouvelles IA. On a parlé ensemble des nouveaux modèles d'IA type LLM, LMM, etc. C'est la bataille, etc. On a parlé du terrain de tout ce qui est vidéo avec les droits, etc. Disney. On a parlé des images avec le GPT Image 1.5 réponse à Nano Banana de Google qui vient de sortir et qui a l'air bluffant. Et qu'est-ce qui nous manque ? Il nous manque l'audio, le text-to-speech, le speech-to-text, là, le temps réel, etc., etc. Les amis, c'est en train d'arriver puisque OpenAI muscle complètement la voix en temps réel et pas que. OpenAI vient de sortir dans son arsenal de différents modèles. J'essaye de vous retrouver ça sur le site. Voilà, OpenAI, c'est là où vous avez tous les modèles disponibles. Vous allez vous retrouver avec des nouveaux modèles real-time, des nouveaux modèles de text-to-speech et des nouveaux modèles de transcribe. C'est quoi tout ce jargon ? En fait, c'est tout l'arsenal des différents modèles pour faire de la voix chez OpenAI. Alors, il y a déjà GPT-4o Mini Transcribe qui est sorti là en nouvelle version hier. Il est extrêmement performant, il hallucine beaucoup moins. À quoi il sert ? Et pourquoi c'est GPT-4o qui est la base de ce truc-là ? Parce que c'est de la transcription. Vous lui donnez un podcast et il vous extrait tout le texte. Vous lui donnez une vidéo, il vous fait tous les sous-titres. Il est super fort sur cette transcription. Faut pas qu'il hallucine. Faut pas que quand il y ait des bruits, il pense que c'est des mots, etc. Il est super fort là-dessus. Nouveau modèle qui est sorti. Si ça vous intéresse dans vos usages, dans vos automatisations, dans votre boîte, etc., dans votre création de contenu ou que sais-je, ça peut être super intéressant. Il y a également le TTS qui est sorti, donc GPT-4o Mini TTS. TTS pour Text to Speech. Là, c'est l'inverse, c'est la text to speech. On met un texte et il nous le parle. Il nous le parle, il nous le dit, il nous le synthétise. C'est text to speech, vous avez compris. Il a aussi ce nouveau modèle qui, là encore, respecte mieux, comprend mieux les consignes, et particulièrement fort dans certaines langues, mais pas les nôtres. Ils ont fait beaucoup d'efforts sur des langues, sur l'indien, sur des langues asiatiques, etc. On est moins concerné par cette mise à jour-là, mais par contre, ça hallucine moins, c'est plus précis, c'est plus naturel. Ce text-to-speech, nouvelle version de chez OpenAI. Et puis, l'API également Real-Time. Real-Time, vous savez, c'est la bulle bleue que vous avez quand vous utilisez sur smartphone, ChatGPT ou ailleurs, qui vous parle en temps réel. Vous pouvez l'interrompre pour avoir des conversations comme ça, vraiment temps réel. C'est une autre, c'est pas basé là sur GPT-4o ou sur un autre ChatGPT.
GPT, c'est vraiment une appli propre qui fait que ça en real time, parce que en fait c'est un canal d'échange de tokens de son. En fait, c'est très particulier le temps réel, mais ça aussi, ça s'est très largement amélioré. Il y a une nouvelle version du 15-16 décembre là, qui est arrivée de Real Time Mini. C'est de moins en moins cher, ça coûte pas rien, mais ça coûte très très peu cher. C'est de plus en plus performant sur la voix, ça fait également de l'agentique. Bref, c'est un move très intéressant d'OpenAI, cette API real-time, pour toutes les applications qui vont foisonner en 2026, qui vont intégrer le fait de discuter en temps réel. Ça peut être des standards téléphoniques, des standards de support, ça peut être des applis qui vous parlent, ça peut être de la commande vocale que vous faites avec un outil que vous utilisez tous les jours. Tiens, maintenant, ouvre-moi tel truc et dites-moi machin, bref. Ça, voilà. Tout ce real-time sous forme d'API chez OpenAI, c'est renouvelé là ces derniers jours. Et donc, si vous êtes potentiellement intéressé par ça, il faut que vous alliez tester tout ça, le real-time, le text-to-speech et le transcribe. Donc vous pourrez regarder tout ça. Faites toutefois attention bien sûr à tout ce qui est droit d'auteur, etc. Choper une vidéo qui vous appartient pas, le filer à transcribe pour qu'il fasse une traduction, puis à text-to-speech pour qu'il vous le redise autrement. Vous pouvez le faire, ça va être de plus en plus performant, mais ce genre d'exemple, vous voyez, c'est limite. Bon, je vous laisse avec vos responsabilités là-dessus. En tout cas, ça s'est bien amélioré du côté de chez OpenAI là-dessus. OpenAI a sorti son arsenal de nouveaux petits modèles sur la voix, le text-to-speech, le translate, le real-time, pour que tous nos outils demain, nos automatisations, etc., puissent discuter de façon super fiable, puissent nous parler à haute et intelligible voix. OpenAI a sorti ça, et 2 heures après, Google faisait le même move. Ils vont jamais s'arrêter cela. Alors on sait jamais si le deuxième qui passe c'est une riposte au premier qui est passé, ou si le premier il a essayé de couper l'herbe sous le pied du second. En tout cas, je vous ai déjà parlé dans l'actu précédente des sorties de OpenAI là-dessus. Et bien Gemini, les amis, chez Google, a sorti aussi un arsenal qui concerne la voix. Ça peut vous indiquer cette bataille que 2026 va être peuplée de trucs à la voix, donc speech to text, text to speech, traduction, transcription, là il y a traduction chez Gemini, et puis qualité audio de la voix en temps réel. Et bien c'est la même chose. Chez Gemini, beaucoup d'efforts qui ont été faits, avec notamment les modèles audio et audio temps réel qui se sont grandement améliorés. Il y a une page dédiée à ça sur le blog de Google. Vous pourrez trouver, je ne sais pas si je peux vous lire ça que vous entendrez bien. Et si vos conversations pouvaient s'adapter à TNI 2.5 dans Gemini, la formation locale, techniquement, texte est vous aidant, doté d'une personnalité. J'essaie de vous mettre un moment où il cause. Il s'agit d'un dans Gemini. Non, j'y arrive pas, mais vous irez voir ça. En tout cas, beaucoup plus performant si vous allez écouter les différentes voix ou simplement tester vous-même. C'est disponible dans AI Studio, disponible sous forme d'API et disponible bientôt dans beaucoup d'outils. Vous verrez que les qualités de voix, avec des petits temps d'arrêt, des petites hésitations, des petits bruits qu'on fait nous quand on parle les humains, vous verrez que ces capacités qu'ont maintenant les IA vocales, c'est comme ça qu'on doit dire, de Google sont absolument bluffantes là-dessus. Le speech to speech, voilà, est beaucoup plus naturel, parfaitement bluffant. Alors ça peut vous faire peur de dire il va y avoir des hacks, des deepfakes, du phishing, des piratages, etc., etc. On va passer des faux appels à notre famille pour leur demander des sous-sous. Et oui, c'est de plus en plus bluffant. Vous pourriez aussi vous dire, pour des applications professionnelles ou pour discuter avec un truc qui va avoir un petit peu plus d'émotion, de naturel, c'est quand même super intéressant. Notez un truc très particulier, c'est que sur ces avancées du côté de chez Gemini, on va en faire profiter l'écosystème Google. Bien sûr, c'est une des grosses forces de Google, c'est son écosystème. Et dans l'écosystème de Google, il y a Translate, la traduction. Alors ce modèle, il est super fort à parler, ces modèles, ils sont super forts à faire la transcription, ces modèles, ils sont super forts pour faire de la traduction également. Google Translate, pour l'instant, c'est en cours de déploiement, donc vous le voyez peut-être pas, sur l'appli Google Translate sur votre smartphone. Alors ça va dépendre s'il est Android ou s'il est iOS, mais vous aurez bien plus de capacité dans Google Translate avec la voix qui va vous parler beaucoup mieux que notre old-fashioned Translate qui vous dit les mots un par un avec une voix robotique. Là, ça va être parfait. Il va comprendre l'argot, il va comprendre le jargon, il va pouvoir mâcher les mots suivant tel accent américain de tel coin ou de tel coin, anglais, etc., etc. Bref, il va être beaucoup plus performant. Ils vont pousser l'intégration jusqu'à avoir un Google Translate qui va pouvoir être carrément prof de langue.
C'est-à-dire, vous allez lui dire, tiens, traduis-moi ça en anglais. Il va vous répondre avec un langage super naturel, super, et il va vous, par exemple, vous demander de répéter. Tu peux le répéter, s'il te plaît. Puis il va vous écouter, du coup, puis il va vous dire, bah non, là, tu t'es un peu gouré, dis-le plutôt comme ça. Voilà, il va pouvoir vous accompagner, faire des tutos et devenir prof de langue. En tout cas, ce Gemini, alors il s'appelle 2.5, basé sur l'ancienne version, Flash Native Audio. Ça, c'est ce que vous avez vu ici. Il est très très performant, il est agentique et également il est intégrable dans des automatisations et il est absolument bluffant pour faire des agents vocaux ou des fonctionnalités vocales dans absolument tout ce que vous voulez. Là aussi, si potentiellement ça vous intéresse, il faut que vous alliez tester ça. Allez, les 2 dernières actus de cette revue bien dense avec plein de modèles qui sortent en fin d'année, c'est pas qu'une guerre des modèles d'intelligence artificielle, ce joyeux monde de Renaud Décode et de notre monde qu'on est sur lequel on est tous, voilà, de l'IA, du web, du digital et de la tech. Il y a aussi de la géostratégie matérielle, la géopolitique matérielle. Je voulais vous parler quelques minutes du move récent que viennent de faire les États-Unis sous l'impulsion de Donald Trump, évidemment, c'est lui qui est aux manettes, voilà, mais il est aux manettes avec ses champions de l'IA et ses champions du hardware, et notamment Nvidia. Vous savez qu'il y a quelques semaines, mois de ça, la bataille du hardware qui permet de faire tourner des IA, donc les GPU, les TPU, etc. C'est une bataille qui existe depuis très très longtemps entre les USA et la Chine. La Chine a les terres rares pour fabriquer des GPU qui sont fabriqués par les États-Unis, souvent pas chez eux, et qui sont vendus aux Chinois. Bref, c'est tout un bazar cette histoire, sauf que chacun veut être le champion du monde de l'IA, et donc il faut tout ça en même temps. Bon, c'est une bataille depuis très très longtemps. Depuis quelques semaines, mois, Trump a durci le ton en fermant le robinet des GPU de Nvidia. Ils ont dit, Trump a dit à Nvidia, tu ne vends plus tes GPU à la Chine, comme ça va bien les embêter. Eh bien, ces derniers temps, on s'est rendu compte que la Chine avait réussi à sortir des super modèles d'intelligence artificielle avec leur mode à eux, mais aussi de façon intelligente. C'est-à-dire que comme ils sont privés des meilleurs GPU, ils ont fait des modèles qui sont plus performants, qui font moins de calculs d'inférence, qui permettent d'être entraînés de façon plus frugale, etc. Et puis ils ont surtout lancé leurs géants, Huawei et d'autres qui vont apparaître dans les mois et les années qui viennent pour le grand public, d'autres géants chinois pour dire on nous coupe le robinet, on va fabriquer nos puces nous-mêmes. Ils ont du retard, mais le patron de Nvidia lui-même a dit ils ont un retard de quelques centièmes de seconde et ils vont nous dépasser. Trump a entendu ça et a dit vous savez quoi, on va changer le truc. On va autoriser des Nvidia H200. Alors, c'est pas l'architecture Blackwell qui est la plus balèze, mais c'est les meilleures puces individuelles, les meilleurs GPU de chez Nvidia pour entraîner de l'IA. C'est les H200. C'est de nouveau autorisé. Nvidia peut de nouveau exporter en Chine, moyennant un prélèvement de 25%. Alors les experts comprennent pas trop, et je vous avoue que moi non plus, mais je pose ça là, et puis vous me direz ce que vous comprenez en commentaire. En gros, Trump décide de ne plus couper le robinet pour embêter les Chinois, donc ils vont pouvoir acheter des puces H200. Donc, s'ils ont encore un petit peu de retard, ils vont pouvoir en acheter plein et Nvidia est content. Et l'État américain sera content aussi puisque ce sera 25% plus cher. Mais la Chine va faire ses investissements, donc se débloquer dans l'immédiat sur ce qui les embête. Mais à tous les coups, ils vont aussi en parallèle en profiter pour faire leurs puces à eux jusqu'à ce qu'ils en aient plus besoin. Donc tout ça pour gagner 25% sur les ventes de la part de Trump. Bon, c'est commercial, c'est un peu bizarre, mais c'est ni du blocage, ni... Bon, c'est un peu étrange. Je comprends pas trop le move. Les experts financiers, géostratégiques, géopolitiques, etc. comprennent pas trop, mais c'est le move de Trump. Voilà, les Chinois vont pouvoir avoir une solution palliative pendant qu'ils vont faire des modèles super performants, des puces super performantes de leur côté. Et il y aura du Huawei, etc. qui vont définir leur GPU et leur TPU et leur technologie à eux, et on verra où ça nous mène. En tout cas, la bataille de l'IA est aussi au niveau du hardware et des échanges commerciaux et des droits de douane et des 25%, etc. Sachez-le, il va falloir de plus en plus regarder du côté de la Chine et aussi pour des potentiels GPU, TPU, architectures qui pourraient être hyper performantes. Là, ils vont pouvoir accélérer grave, ce qui va renflouer les caisses des États-Unis qui eux aussi vont pouvoir appuyer d'autant plus sur la pédale d'accélérateur. En Europe, on regarde quoi. Allez, sujet suivant. Et le dernier petit sujet du jour dans la revue d'actualité, c'est cette cyberattaque, les amis. Il faut qu'on en parle un tout petit peu. Alors, c'est un petit peu tech. Et puis, pour tout vous dire, on ne connaît pas vraiment l'envers du décor. Mais sachez-le, il y a eu une grosse
une grosse cyberattaque. Alors la France est victime, les services publics sont pas forcément victimes, mais sont la cible au moins de cyberattaques très régulièrement. Là, c'est pas n'importe quoi parce que c'est le ministère de l'Intérieur. C'est parti d'une faille dans de la messagerie, par des mails, par du phishing, par des choses comme ça. Les hackers ont réussi à infiltrer le système du ministère de l'Intérieur en passant par les messageries et les mails des gens qui y travaillent. Le point faible, c'est toujours les gens, voilà. Et au départ, c'était le 11-12 décembre, je crois, le ministère de l'Intérieur nous a dit oui, on a eu une attaque, mais ça va, ça touche les mails des gens, donc on s'en fiche un petit peu. En fait, la faille était beaucoup plus importante que ça. Est-ce que ça veut dire que le ministère de l'Intérieur nous a un petit peu caché le truc ? Ce serait pas cool. Est-ce que le ministère de l'Intérieur a pas tout de suite vu que la faille était beaucoup plus importante que celle-là ? Ce sera encore plus flippant. Toujours est-il qu'on a appris, là, ces dernières heures, que c'était beaucoup plus balèze que ça, puisque les pirates ont fait des revendications. Alors ils disent pas qui ils sont, l'enquête est en cours, peut-être ils savent pas, mais c'est tellement touchy de savoir si c'est un État, un groupe de hackers financé par un État, un groupe de hackers indépendants qui fait tel truc. En tout cas, ils ont réussi à choper les fichiers importants, cruciaux du ministère de l'Intérieur français. Ça correspond au TAJ, au traitement des antécédents judiciaires. Pardon, j'essaie de retrouver les acronymes pour pas me gourer quand je vous dis des trucs. Traitement des antécédents judiciaires. Donc en fait, c'est tous les fichiers qui sont tout l'historique des affaires en cours et passées, où on a toutes les coordonnées, les papiers, les histoires racontées qui sont confidentielles, qui sont dans les mains du ministère de l'Intérieur, c'est dans les mains de la justice, c'est que les avocats de un tel qui ont le droit de le voir, etc. Là, ça vient d'être chopé par les hackers. Toutes les informations qui concernent les comment, j'allais dire pas les coupables, mais les gens qui sont poursuivis, les potentiels coupables, je sais plus comment on dit, présomption d'innocence, et puis également les victimes, puisque dans les dossiers, on a, telle personne a été victime de tel truc, peut-être qu'il veut pas que ça se sache, c'est dans les mains des hackers. Donc tout le traitement des antécédents judiciaires est visiblement dans les mains des hackers, également les fichiers des personnes recherchées. Ça, c'est carrément stratégique pour l'État. C'est-à-dire c'est un fichier qui regroupe toutes les personnes recherchées, pour différentes raisons. Parfois pour des raisons stratégiques, politiques, pas juste parce que c'est un mec qui a fait un acte délictueux et qui s'est barré en courant, on le cherche toujours. Ça peut être des choses un peu plus touchy que ça. Je vous laisse imaginer des trucs, amis complotistes, bonjour. Et ça aussi, les fichiers seraient dans les mains de ces hackers. Alors certains experts se disent, les revendications des hackers sont un peu cheloues parce que normalement, ils devraient nous donner un extrait de ce qu'ils ont pour nous prouver qu'ils ont vraiment les fichiers, or ils le font pas. Peut-être c'est du bluff, Martoni, si vous avez la rêve, vous êtes très fort. Peut-être c'est du bluff, peut-être c'est pas du bluff. En tout cas, le ministère de l'Intérieur est un peu en PLS là-dessus. Tout ce qu'ils nous ont dit, c'est on va mettre une double sécurité sur nos messageries. Et c'était pas le cas avant. Bref, c'est un peu chaud cette histoire, c'est un peu triste, mais peut-être qu'il nous faut ce genre d'électrochoc pour réagir à ce genre de choses. Alors on sait que les services de cyberdéfense de la France sont super aux aguets, sont super forts. Est-ce qu'ils sont assez nombreux ? Est-ce qu'ils ont vraiment éveillé tout le monde ? Est-ce qu'on a pensé à former les petits usagers des messageries pour pas qu'ils se fassent hacker et qu'ils fassent des failles ? Je ne sais pas. En tout cas, on suivra cette affaire parce que c'est vraiment chaud la galette. Si ces informations-là se retrouvent dans les mains d'autres États, ça peut nous faire très mal. Voilà les amis pour les actus du jour. Il y en avait des actus, des nouveaux modèles et puis tout un tas de choses très intéressantes. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a instruit, Ils vont faire des liaisons dangereuses maintenant, on ne doute de rien. Venez nous rejoindre si tout ça vous intéresse. D'abord en vous abonnant et en activant la petite cloche sur YouTube pour ne rien louper des actus. C'est important. Voilà, en quelques minutes ensemble, vous êtes au top pour la machine à café et pour plein de choses que vous allez pouvoir faire vous-même. C'est génial. Suivez ces actus, activez la petite cloche pour être informé. Retrouvez-nous également sur renault-decode.fr, c'est le site de l'émission. Vous pouvez discuter avec toute la communauté. Et oui, j'ai bien dit émission, puisque pour ceux qui ne savent pas, Renault Décode, c'est essentiellement une émission en live. Ces actus, elles sont enregistrées en live avec vous tous les lundis midi, mercredi midi, vendredi midi sur les réseaux. Voilà, vous avez de quoi embrasser le monde de demain et puis forger tout ça et votre avenir professionnel, individuel, associatif avec toutes ces petites dingueries. Si vous voulez retrouver la communauté des Malinos, elle se trouve ici sur renault-decode.fr. Merci. Et à très bientôt pour une nouvelle revue d'actu Web, IA, Digital Tech sur Renault Décode.